Bienvenue à Selon une étude. Je suis accompagné évidemment de Dr Catherine Raymond et mon nom est Pierre-Bruno Rivard. Et aujourd'hui, dans cet épisode, en collaboration avec l'Université de Montréal, on parle d'anxiété de performance. Donc aujourd'hui, on est avec Steve Geoffrion, professeur au département de psychoéducation de l'Université de Montréal, psychoéducateur et co-directeur du Centre d'études sur le trauma du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Tu peux respirer. Exactement. Je l'ai pratiqué. Oui, j'espère. Oui, l'anxiété de performance, je suis super content qu'on fasse un épisode là-dessus parce que je pense que dans tu sais, la santé mentale en général, les gens connaissent des trucs, mais l'anxiété de performance, on dirait que c'est quelque chose dont on jase plus, on entend plus parler. Fait que... définitivement. Dans les dernières années, là, surtout. Vraiment, suite à la pandémie, encore plus, parce que les niveaux d'anxiété en général augmentent. Puis c'est un sujet aussi, l'anxiété de performance, au niveau de la santé mentale, là, dont les jeunes parlent beaucoup. Même dans des écoles secondaires, les écoles primaires aussi, les parents vont nommer que leurs enfants présentent de l'anxiété de performance. Fait que je pense que c'est très important d'en parler, en effet. Tranche de vie, là. Moi, je m'attendais pas qu'en 4e année, je voyais ma fille qui se préparait pour un examen, puis là, je dis, Tessa, peux-tu t'aider? Arrête, là, tu sais que j'ai de l'anxiété de performance. Ah ouais, mais je savais pas qu'elle avait de l'anxiété de performance. Fait que, tu sais, tu dis ça, je pense que maintenant, c'est un mot, un terme qu'on entend parler beaucoup, puis même que dans le milieu scolaire, de la petite école, les professeurs l'utilisent, les enseignants l'utilisent. Puis nous, à l'université, on est quand même peut-être les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Parce que les professeurs, on dit à nos étudiants, c'est quoi l'anxiété de performance? Mais on est les premiers à être, je pense, les plus anxieux de performance dans notre institution. Tellement. Les humoristes aussi, vous êtes très anxieux de performance. Et donc, on est une bonne équipe aujourd'hui pour parler d'anxiété de performance. Je pense, première chose, définissons ce qu'est l'anxiété de performance. Peut-être qu'on pourrait commencer par ça. L'anxiété de performance, c'est une forme d'anxiété. On va revenir sur ce terme-là un petit peu au cours de la présentation, au cours du podcast aujourd'hui. Mais c'est une anxiété qui est relative à la crainte de l'échec. Puis en général, on a tendance à utiliser ce terme-là dans le milieu académique, principalement, faire de l'anxiété de performance en lien avec les échecs scolaires, etc. Mais il faut savoir que c'est de l'anxiété de performance, tu peux en faire dans absolument n'importe quoi, là, au niveau sportif, dans tes relations sociales, au travail, auprès de tes collègues, le vouloir être le plus performant possible en comparaison aux autres, etc. Fait que ça peut vraiment se manifester dans un paquet de situations, finalement. Là. Moi, je l'entends comme... Puis là, je sais pas si c'est la bonne façon de le percevoir, mais comme une sous-branche de l'anxiété. Ah, définitivement. Puis en fait, être anxieux, en général, présenter ce trait de personnalité-là qui est d'avoir une anticipation qui est soutenue ou de l'appréhension en lien avec l'avenir, avec des catastrophes potentielles qui pourraient se produire, qui vont se produire. Donc, le fait d'être anxieux est un facteur de risque important au développement de l'anxiété de performance. Donc, on peut faire de l'anxiété de performance sans nécessairement faire de l'anxiété état large, là, si on veut. Là. C'est ça, c'est que l'anxiété de performance, en fait, c'est pas une pathologie. Okay. C'est pas un diagnostic spécifique. Là. Okay. Non, c'est ça, exactement. Fait que tu peux pas avoir un diagnostic d'anxiété de performance malgré le fait que, tu le vois peut-être chez tes étudiants aussi, là, moi, ça m'est arrivé de recevoir des billets de médecins, anxiété de performance, et donc là, les étudiants vont avoir accès à ce qu'on appelle des accommodements. Je m'en allais dire accommodement raisonnable. Mais c'est le principe des mesures d'accommodement, tout à fait. Ouais. Puis cette anxiété-là de performance, en fait, chez les étudiants, elle commence tôt. Hein? Elle commence au début de la session. Elle commence au moment qu'on remet le plan de cours et que la première chose que les étudiants vont regarder... C'est quoi les évaluations? Après combien qui coûte le manuel qui vient avec le cours? Mais c'est quoi les évaluations? C'est-tu possible d'avoir A+? C'est des questions qu'on me pose, ça, au début de session. On n'a même pas commencé la matière. L'étudiant n'a pas encore l'idée de à quoi ça va ressembler, ça va être quoi la difficulté. Mais déjà, dans le premier cours, il est en train de se projeter, pas sur son apprentissage. Et là, je parle de l'anxiété de performance. Là. Je ne dis pas que tous les étudiants sont comme ça. Il est déjà en train de se projeter de comment je vais faire pour exceller dans ce cours-là. Donc, c'est comme si... le cerveau il était plus paramétré à se demander comment je vais atteindre la note plutôt que
hey, qu'est-ce que je vais apprendre qui va m'aider dans ma vie ou dans ma carrière? Est-ce que ça va m'intéresser, ce cours-là? Est-ce que je vais en tirer quelque chose? Est-ce que c'est une matière qui m'appelle? Est-ce que, en effet, l'anxiété de performance, ça va venir bloquer un petit peu cette créativité-là qu'on peut avoir ou encore cette motivation-là qu'on peut avoir à l'école parce que le cerveau se met vraiment en mode détection de menace. Hein, je cherche, elle est où la menace dans l'environnement? Puis dans le cas de l'anxiété de performance, cette menace-là, entre guillemets, va surtout être axée sur la peur de l'échec, finalement. Puis dans un cadre académique, on dirait que ça doit parasiter la capacité à ingérer le contenu puis à comprendre la matière si tu es toujours en train de te demander comment tu fais pour performer dans un examen. C'est pas parce que tu performes bien dans un examen que tu as nécessairement assimilé la matière, là, parce que ça peut être du par cœur, ça peut être... Ben, tu sais, je pense que, oui, c'est sûr qu'il y a cette conséquence-là. On en parlait avec mes étudiants. Des fois, j'ai une image, je leur montre au début d'un cours que des fois, quand ils se sentent trop sur la performance dans le cours, ils vont développer un peu ce que j'appelle la surlignite aiguë. Tu sais, quand on a nos marqueurs, tu lis un texte, là, puis tu es supposé d'être capable de discriminer qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui n'est pas pertinent, de ta compréhension, puis aussi de développer cette métacognition-là de te demander si c'est pertinent ou non. Tu sais, ça fait partie de l'apprentissage que tu as à faire à l'école. Mais là, quand je regarde des fois les cahiers de mes étudiants, que finalement, sur une page, tout est surligné rose, bleu, vert, jaune. Il y a des codes de couleurs aussi. Il y a en plus des codes de couleurs, puis qu'il reste juste 2 mots qui ne sont pas surlignés. Mais je dis, mais comment tu vas faire pour apprendre tout ça pour l'examen? Là, C'est beaucoup trop demandé à ton cerveau. Donc, ce qui est important, c'est que tu comprennes l'ensemble. Tu es capable de faire une synthèse de ça. Donc, oui, je pense que cette anxiété-là, je pense qu'on va parler des manifestations, de comment ça se manifeste, cette anxiété-là. Une des façons, c'est que ça les empêche de discriminer ce qui est important de ce qui n'est pas important. Et que là, les étudiants pensent que tout est à l'examen, que tout est important. Je donne un exemple aussi. Moi, j'utilise les stratégies de pédagogie universelle. Donc, je me dis que ce n'est pas tous mes étudiants qui ont les mêmes façons d'apprendre. Fait que sur mon Studium, notre site web, qu'il y a notre cours, mais qu'on met tous les documents pour le cours, je mets, mettons, ça, c'est la lecture obligatoire pour cette semaine. Mais pour ceux qui veulent en apprendre plus, voici une lecture facultative. Et pour d'autres, voici une vidéo, parce que peut-être que toi, à l'audio, tu vas plus comprendre les concepts. Voici une vidéo que tu pourrais écouter. Et pour d'autres, ça vous tente cette semaine, il y a telle télésérie qui va traiter de ce sujet-là. Donc, tu sais, comme sur mon Studium, pour un cours de 3 heures, qui est supposé d'avoir 3 à 6 heures d'études à la maison, si tu fais tout ce que je te demande de faire, là, si tu fais tout ce que je mets de disponible parce que tu veux apprendre, tu en as pour 40 heures, juste pour un cours. Mais là, l'étudiant qui est anxieux de performance, lui, là, faire 2 fois. Il va tout le faire. Ouais. Fait que tu vois, c'est ces comportements-là. Puis après ça, là, il est à bout, il est fatigué. Là, problème d'insomnie, parce que là, quand il arrive pour s'endormir, il dit « Non, j'ai peut-être pas assez étudié, je suis pas prêt. » Ou là, quand il se réveille dans la nuit, parce que là, il a besoin d'aller aux toilettes, juste le temps qu'il y a aux toilettes, le cerveau embarque, il dit « j'ai-tu assez étudié pour ça? Puis c'est quoi déjà la réponse à tel... » Puis là, il faudrait peut-être... Oublie ça, là, l'insomnie embarque comme manifestation d'anxiété de performance. Ils viennent en classe, ils n'ont pas déjeuné, ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête. Donc, tu sais, il y a plusieurs manifestations, mais je pense que la pire, c'est de les freiner dans leur apprentissage parce qu'ils sont plus disponibles à l'apprentissage. Puis c'est aussi le fait qu'au au baccalauréat, dans bien des programmes, le fait de tout apprendre par cœur, de tout surligner, de tout lire, de tout... Ça peut faire en sorte, dans certains cas, que tu as quand même une bonne note. Tu sais, tu peux quand même finir ta session avec une très bonne note dans certains cas même, ou en tout cas, je vais parler pour moi, en psychologie, c'était vraiment la façon d'y aller. Tu sais, apprenais tout par cœur, puis là, bon, tu as surtout des examens à choix multiples, tu en as 2 dans ta session, viens recracher l'information, finis ton bac avec une cote de 4,3, ça a super bien fonctionné, tu sais. Mais là, quand tu arrives au cycle supérieur, si tu décides de faire une maîtrise ou un doc, et que là, ça marche plus. Là. Parce que là, c'est plus du tout ça qu'on te demande, même que dans la plupart des cours, tu n'as pas d'examen. Ça va plutôt être des réflexions. Faut que tu pousses certains sujets un petit peu plus, que tu fasses preuve d'esprit critique. Il faut que tu sois capable de naviguer au travers de plusieurs tâches en simultané, c'est-à-dire tes cours, faire ta thèse, ton projet de recherche, aller dans des congrès, etc., etc. Puis là, tout apprendre par cœur, c'est une stratégie qui ne fonctionne plus. Et donc là, les étudiants entrent
se sentent pas compétents, se sentent pas en contrôle de la situation, ça augmente l'anxiété de performance et là, ça rend encore moins performant parce que le cerveau est pas du tout disposé à effectuer ces apprentissages-là. Donc, je pense que l'anxiété de performance, c'est important non seulement d'en parler aux profs, aux étudiants, mais aussi au niveau général parce que on se rend compte finalement que c'est une des problématiques en santé mentale qui est la plus rapportée au Québec. Là. Voilà, je pense que ça serait important de parler de comment ça se manifeste. C'est quoi les manifestations de l'anxiété de performance concrètement? Oui, en effet. En fait, il y a comme 4 catégories de symptômes, si on veut, en lien avec l'anxiété de performance. La première de ces catégories-là, puis qui est la première qui va se manifester souvent chez les individus, c'est ce qu'on va appeler les manifestations physiques. En fait, ça consiste principalement en ce qu'on appelle une réponse de stress. C'est-à-dire que vis-à-vis de cette peur de l'échec-là, que ce soit je suis directement devant la situation anxiogène, là, j'ai une entrevue d'emploi, j'ai un examen, je fais une présentation orale, peu importe, je vais sécréter ce qu'on appelle des hormones de stress qui, elles, vont amener plusieurs signes biologiques qui vont être ressentis souvent très rapidement par la personne. Fait que ça peut être, par exemple, des palpitations, le cœur qui bat la chamade, des difficultés à respirer, une difficulté aussi à s'exprimer de façon limpide. Fait que le discours, il fait ça comme ça. On a le plus de difficultés à avoir un débit de voix qui est stable. On sait aussi quand on produit une réponse de stress, tous les systèmes qui ne sont pas nécessaires à notre survie ici et maintenant, temporairement, ils se mettent sur pause. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs systèmes biologiques qui arrêtent leur fonctionnement. Bien évidemment, ça donne des symptômes. Là. Puis un des premiers systèmes qui va cesser de fonctionner, c'est le système digestif parce que ça prend énormément d'énergie à opérer. Et donc, tout ce qui est symptômes gastro-intestinaux, fait que des crampes abdominales, des brûlements d'estomac, ça peut être une envie d'uriner urgente, là, juste avant un examen, là, quand t'es comme, faut que j'y aille là, maintenant. Okay. Pour certaines personnes, ça peut être des vomissements, de la diarrhée, de la constipation. Donc, vraiment, tous ces symptômes-là sont très, très fréquents. Ou d'autres, là, tu sais, je pense un bon exemple, puis en tant qu'humoriste, tu dois l'avoir vécu plusieurs fois. Tu sais, tous les étudiants, ou même nous, les professeurs, quand on est en congrès, dans nos cours, on est habitués, tu sais, mais en congrès là, que je présente devant mes pairs, puis en anglais, là, j'ai la bouche sèche. La bouche sèche. Parce que c'est la première étape de la digestion, ça se passe dans la bouche, c'est la production de la salive. Même chose. J'imagine avant que tu montes sur stage, là, tu dois avoir la bouche sèche. Puis maintenant, ça m'est déjà arrivé, mais le truc pour ça, c'est de croquer dans un citron. Ah, non, mais tu sais que tu peux juste t'imaginer croquer dans un citron. Pour vrai? Oui, ça marche aussi. Juste le fait de t'imaginer croquer dans un citron ou dans une nourriture que tu trouves appétissante, là, fait que maintenant que tu tripes sur le gâteau au chocolat, là, juste penser à cette nourriture-là, ça facilite la salivation. Puis en effet, c'est un bon truc parce que souvent, étant donné que c'est les premières manifestations qu'on note chez nous, il peut se faire un cercle vicieux assez important qui fait en sorte « Ah, crime, j'ai plus de salive. Oh mon Dieu, non, je suis stressée. Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, non, mais ça veut dire que ça va s'empirer. Hey, je réussirai pas bien. OK, tu te mets à spinner. Oui. Là, exact. Pense à ma fille en 4e année, elle est en 6e, là, qui a mal au ventre, là, puis qui a bouche sèche avant son examen oral. Oublie ça, là, elle pense qu'elle est malade, puis là, ça va être l'enfer. Elle sera pas capable de parler devant la classe. Donc, ne reconnaissant pas les réactions physiologiques du stress, on stresse encore plus. Ouais. Puis si tu es en anxieux de performance, ben là, tu vas dire, je suis pas à mon top pour donner ma prestation. Fait que là, c'est encore vécu de façon de plus exacerbée. Oui, vraiment. Est-ce que ça peut nuire à la perception de... Là, tu vis des signes de stress qui sont des signes que tu vivrais pour n'importe quel stress en général. Est-ce que des fois, ça peut camoufler l'anxiété de performance et que tu te rends pas compte que c'est ça que c'est? Tu penses que tu es juste stressé puis, parce que c'est ça que tu vis puis c'est ça que tu deals? En fait, ça dépend parce qu'il y a des gens qui font de l'anxiété de performance mais qui sont aussi anxieux. Fait que quand on se dit qu'on est anxieux en général, ça peut être une appréhension qui est ressentie par rapport à n'importe quel type de situation. Okay? Fait que quand on a un trait de personnalité anxieux, cette espèce d'état d'appréhension-là puis d'angoisse peut se généraliser à plusieurs types de situations différentes. Ça peut être des situations de performance, mais pas juste ça. Là, ça peut être une crainte exacerbée d'arriver en retard à des rendez-vous. Cette espèce d'impression omniprésente que quelque chose de catastrophique ou de dangereux va se produire, tu sais, mais en ayant de la difficulté à mettre le doigt dessus. Donc, bien entendu, toutes ces formes d'anxiété-là peuvent venir de pair. Cela dit, l'anxiété de performance est souvent le précurseur au développement de d'autres types d'anxiété plus tard au cours du développement. Okay? C'est-à-dire qu'un adolescent qui souffre d'anxiété de performance a plus de chances au cours de sa vie de voir apparaître une autre forme d'anxiété, qu'elle soit clinique ou non. Okay? Parce que quand on dit anxiété, même si tu as un trait de personnalité anxieux, par exemple, ça ne veut pas dire que tu as une pathologie. Là. Si tu fonctionnes bien... que la détresse n'est pas dans le tapis la plupart du temps,
c'est correct. Que ton quotidien n'est pas affecté. Ouais. Mais attends, là, moi, là, j'ai comme... là, c'est quoi les 4 catégories exactement? Là? La première, c'est tout ce qui est symptômes physiques. Ouais. OK? Fait qu'en général, on va parler d'une réponse de stress. Fait que bon, les maux de ventre, le cœur qui bat la chamade, etc. Chez certaines personnes chez qui l'anxiété de performance commence à prendre plus d'ampleur puis qui commence à atteindre l'anxiété qui est, elle, de nature clinique, on peut voir apparaître de l'agoraphobie ou des troubles de panique. OK? Fait que vraiment, là, il y a une attaque de panique carrément, là, cette crainte de mourir puis de manquer d'air avant les situations d'évaluation ou pendant les situations d'évaluation. Puis ça, quand ça arrive, là, on parle plus d'une anxiété de performance qui va partir d'elle-même puis qu'on se croise les doigts puis qu'on se dit « mais c'est normal parce que le milieu académique, c'est stressant, etc. » Là, c'est important d'aller chercher de l'aide. Là. Okay. Moi, ça m'est arrivé là, à plusieurs reprises. J'enseigne, moi, à l'Université de Montréal depuis 2007. Mais on voit une fois par année là, dans un examen, là, et plus récemment, je trouve que c'est plus fréquent, des étudiants en hyperventilation avant une évaluation. Donc, ces sentiments-là qui sont bloqués à la gorge, là, que t'es qui respirent mal, opprimés, la cage d'une boule au sternum, là, mais comme que j'ai de la misère à respirer. Là, pour moi, ça m'indique que là, OK, là, c'est normal d'être stressé pour un examen, mais là, ça, c'est un stress qui est très inquiétant. Non, exactement. Puis ça, dans ces situations-là, il faut aller chercher de l'aide. Puis il y a certaines techniques qui peuvent être utilisées pour venir limiter l'incidence des attaques de panique, etc. Puis l'objectif, puis on va revenir avec les autres manifestations, mais l'objectif, quand ce type de situation-là arrive, ce n'est pas de se dire « Ah, ben la solution, c'est que j'ai plus jamais de situation d'évaluation. La solution, c'est que j'aille plus jamais sur le milieu universitaire. » Parce qu'au contraire, ça vient envenimer finalement bien souvent la réponse d'anxiété. Fait que première manifestation la plus typique, c'est les symptômes physiques qui vont plus être les signes de stress en général et non les attaques de panique, bien entendu. La deuxième qui va arriver, bien souvent, c'est les pensées concrètes auxquelles on a accès là, à cette espèce de discours interne qui va bien souvent être « je vais échouer ». Okay, j'ai peur de l'échec. Des pensées catastrophes. Des pensées catastrophes, tu sais, qui bien souvent sont juste avant d'être exposé à la situation, fait que juste avant un examen, mais ça peut aussi être pendant, OK? Fait qu'on commence la situation d'évaluation, puis là, ça se passe bien, c'est correct, le cœur, il bat un petit peu, puis là, oups, il y a une question que je connais pas la réponse, puis là, ça part encore. C'est un nœud, puis là, ben, exactement. Là, le cerveau commence à spinner l'information, ou ça peut aussi être après la situation d'évaluation. Puis là, je donne des exemples scolaires parce que c'est comme les plus faciles à donner. Mais on peut le voir aussi en lien avec le travail. Là, une tâche qui va pas comme on veut. Un show, une entrevue d'emploi, ou peu importe. Fait que, ici, on parle vraiment des pensées auxquelles on a accès. Okay, mais avant même les pensées, là, quand on parle de physique, y a-tu d'autres? Parce que là, il y a le stress, je peux comprendre les attaques de panique. Y a-tu des changements dans l'alimentation, le sommeil, ces trucs-là? C'est-tu des manifestations aussi de ça? Bien, en fait, le système de stress, quand il est activé sur une période qui est prolongée, peut amener des changements au niveau de certaines habitudes de vie. Tantôt, tu parlais d'insomnie. En effet, en situation de stress ou d'anxiété, il y a une région du cerveau qui va être hyper activée. Puis cette région-là, on l'appelle l'amygdale. Je sais que j'en ai déjà parlé dans 1000 épisodes, mais moi, l'amygdale, mon Dieu. Oui, ben là, l'amygdale, pars-moi pas là-dessus. T'abaisse. Mon BFF. L'amygdale, en fait, c'est vraiment la région du cerveau qui va permettre la détection des dangers. Donc, une fois que l'amygdale a décidé qu'une situation d'évaluation, c'était dangereux, à chaque fois qu'on va réfléchir aux situations d'évaluation ou à chaque fois qu'il y a une situation d'évaluation qui s'en vient là, de façon imminente, l'amygdale va partir en trombe. Puis, étant donné que le système de stress, c'est un système qui est évolutif, qui est là depuis qu'on est là, nous aussi, là, depuis l'ère des mammouths, des hommes des cavernes, etc., bien, ce système-là s'enclenche pour nous garder en vie. Et donc, à chaque fois que l'amygdale s'active, il va nous empêcher de faire tout comportement qui pourrait miner notre survie, dont dormir. Parce que si tu dors devant une menace en forêt, ben tes chances de survie sont plus faibles. C'était ta dernière menace. Puis, je pense que quand tu regardes dans un contexte académique, cette insomnie-là, couplée avec une pensée que si j'étudie pas beaucoup, si j'ai échoué cet examen-là, ma carrière est finie, ben là, tu vas encore moins vouloir dormir parce que tu veux étudier plus ou je veux me travailler plus. Mais je ne sais pas si c'est une réaction qu'on peut mettre dans la catégorie des pensées, mais je vois souvent sur les étudiants, mais même nous, là, comme professeurs en début de carrière, surtout, là, échouer ton premier examen comme un étudiant, c'est comme ça y est, ma carrière est finie. Je pourrais pas devenir ce que je veux, puis faut que je change de programme, ma vie est foutue, faut que je dise ça à mes parents, puis là, c'est l'enfer. Ou là, tu sais, moi, mettons, j'ai pas publié tel article dans la telle revue, j'aurai pas ma subvention, j'aurai pas ma promotion.
tout ça, ça devient très, très lourd, là, en fait. Puis, je sais pas si c'est les pensées comme catégorie, mais... Ça, on va appeler ça plus une distorsion cognitive, mais on peut le ramener à la pensée. C'est juste que la pensée, par définition, c'est quelque chose à laquelle on a accès. T'sais, on a accès à ce discours interne de « Oh mon Dieu, je vais échouer ». La distorsion cognitive est comme un degré plus loin parce que souvent, elle va guider notre pensée puis nos actions, mais il y a moins accès. Puis justement, dans le traitement, dans l'intervention, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner accès à ces distorsions-là parce qu'une fois qu'on les a ciblées, par exemple, ces pensées-là catastrophiques ou cette espèce de façon de voir les choses qui est tout noir ou tout blanc, là, c'est soit je vais être un chercheur imminent ou je vais être rien. J'ai vraiment, là, je réussirai jamais ma carrière, puis bref, ça se passera pas. Cette espèce de clivage-là, une fois qu'on est capable de le cibler, il n'y a pas de magie qui s'opère, là. Mais ça aide à changer graduellement la pensée puis le comportement. Fait que, oui, en effet, les distorsions sont comme un petit peu en arrière puis viennent guider finalement ces pensées-là. On a les symptômes physiques, on a les pensées. Il y a aussi beaucoup de comportements, bien entendu, qui vont être associés à l'anxiété. Le comportement typique de l'anxiété de performance. Tell me! Je veux tout savoir. C'est l'évitement. En fait, c'est qu'on évite énormément de s'exposer à des situations dans lesquelles on pense pouvoir se mettre en échec. La procrastination, c'est ça. La procrastination est une forme d'évitement, bien entendu, parce que... Puis moi, je suis maître de procrastination. Oh, attends, là. J'ai un système qui s'appelle des procrastinapoints. Que personne ne sait que j'ai avec moi-même. Puis quand je fais quelque chose de bien, je suis content. Là, j'ai des procrastinapoints. Et la prochaine fois que je veux procrastiner, j'ai le droit parce que j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Ça, c'est pas de l'évitement. Ça, je trouve que c'est du renforcement. OK, j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé, je me donne un break. Mais la procrastination, tu sais, c'est pas juste dire je travaillerai pas, là. C'est de OK, aujourd'hui, je vais travailler, mais finalement... Ton Instagram est ouvert, ton Messenger est ouvert, ta TV dans le fond. Puis, tout est une raison pour pas le faire, dans le fond. Exactement. Puis là, ce que je vois souvent, puis j'en suis le premier des fois qui fait la même chose, je me dis, bon, je vais travailler là-dessus, là. Ben, je vais me mettre une petite musique de fond. Hein. Puis là, finalement, j'ai passé 3 heures puis j'ai rien avancé. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, j'ai perdu 3 heures. Qu'est-ce que je vais faire en fin? Je suis obligé de travailler en fin de semaine. J'ai pas le choix de travailler en fin de semaine. Dans cette spin-là. Puis la pandémie n'a pas aidé à ce niveau-là parce que les gens travaillaient beaucoup de la maison. Donc, les distractions du quotidien sont là. là. Mais c'est le royaume du multitasking, là, la maison, parce que, tu sais, tu peux faire une petite... Tu sais, tu fais une petite pause puis tu te dis, il n'y a personne au Costco le mardi midi. Tu sais, je vais en profiter, je vais aller faire mon petit Costco. Je vais me partir une brassée de lavage. Je vais soigner ça dans la sécheuse. Je vais faire un petit peu de vaisselle, etc. Puis là, tu te sens efficace, mais c'est de la procrastination en soi. Puis à chaque fois que le cerveau change de tâche comme ça au cours de la journée, ça lui prend beaucoup d'énergie pour revenir à son niveau de concentration précédent. Tu sais, ça peut prendre jusqu'à 25 minutes là, pour que ton cerveau... Retourner dans la zone. In the zone. In the zone, le flow state. Ben, c'est exactement. Ouais. Et justement, ça empêche cet état de flow qu'on peut présenter quand on a une concentration qui est soutenue. Et donc, ça mène à de l'épuisement. Et donc, à de l'anxiété de performance qui est exacerbée. Mais c'est traite, ça, parce que t'as l'impression que t'as accompli quelque chose. Tu te dis, ah, cool, j'ai parti une brassée, j'étais allé au Costco. Fait que dans ta tête, t'es comme, tu maximises ton temps, puis t'es efficace, mais on se rend pas compte que ça nous nuit. Mais tu sais, si c'est ça, tant mieux, là. Mais tu sais, finalement, c'est ça, ça devient une stratégie d'évitement de ton anxiété ou de la tâche que tu dois faire que pour toi est devenue une menace. C'est là que c'est problématique. Tu sais, je te donne un exemple que j'ai réalisé dernièrement. Tu sais, en tant que prof, là, on est tout le temps évalué par nos pairs. Puis, on est toujours dans « faut que tu publies des articles ». Puis les articles, ben, tu sais, tu travailles fort là-dessus. Pour vrai, c'est beaucoup d'heures, c'est quand même complexe, c'est cognitivement demandant, même émotionnellement demandant. Puis à un moment donné, ben, même si tu es un bon chercheur, tes articles se font refuser. C'est comme ça la game. Tu sais, la game en fait, plus tu montes, plus tu te fais refuser parce que tu t'essaies dans des journaux qui sont de plus en plus compétitifs, de plus en plus... Qui ont 3 d'acceptation. Ouais. Fait que, mais là, à chaque fois que tu le reçois, là, ça fait mal. Ça fait mal. Puis là, à un moment donné, tu te dis, il faut vraiment que je sois performant pour publier là-dedans. Fait que là, tu t'en remets encore plus sur les épaules. Moi, je pense qu'il y a une année, là je sais pas, je vais perdre... Tu vois, check mon anxiété de performance. Je sais pas, je vais perdre ma job si je dis ça, mais... Les profs, on a le droit à une année d'études et de recherche. Mais dans cette année-là, j'ai pas été capable d'écrire un article, je pense, parce que j'étais bloqué par cette crainte-là de vouloir atteindre des revues de haut niveau. Fait que je me suis concentré sur des tâches que pour moi sont bien plus faciles. Fait que j'étais beaucoup dans d'autres activités que dans écrire des articles.
c'est un peu comme ça, tu sais, que ça devient qu'on s'en rend pas compte, mais on est affecté par ce type de réaction-là, par cette anxiété de performance-là. Mais tu sais, il faut dire que le milieu universitaire, là, c'est comme, tu sais, si tu vois vraiment que tu es anxieux de performance, ben c'est comme du gaz, là, sur ton c'est qu'on l'associe souvent aux sportifs, tu sais. Non, mais écoute, parce qu'on les voit, parce que l'aspect compétition est clair et concret d'un sportif. C'est une compétition. Assis-toi sur des bancs d'école pendant... Oui, mais... non, mais je sais, mais on dirait qu'on le voit moins, tu sais. Mais il faut pas prendre... Parce que là, je pense, là, je veux pas te couper dans les 4 catégories, là. Il en reste rien qu'une mentionnée, là. Mais, tu sais, avant que tu continues, si tu me permets... Il faut faire la différence entre l'anxiété normale et attendue du parcours universitaire. OK? Si là, les étudiants qui écoutent ça en ce moment, là, ils se disent, ben là, l'université, on m'a dit que ça allait bien aller puis que c'était facile. Non, c'est pas vrai, là. On aurait dû vous le dire avant. L'université, même dans un programme non contingenté, c'est tough. C'est des exigences. Si on va te faire travailler, on va te faire réfléchir, on va t'évaluer. Tu ne seras pas toujours d'accord avec les évaluations. On veut développer ta pensée critique. Et ça se fait par la critique, l'évaluation, t'exposer à être vulnérable. Donc, le propre de l'université, c'est stressant, c'est anxiogène. Donc, tu sais, si on vit les réactions qu'on dit depuis tantôt, c'est normal. Ça peut même être vrai au cégep, ça. Ben oui. Parce que faire le switch, moi, je me souviens du switch entre le secondaire et le cégep, qui était complètement un autre minding, là. Puis secondaire, c'était assez lousse, puis tu sais, c'est assez facile, on te prend par la main. Puis au cégep, c'était déjà tout de suite laissé à toi-même de faut que tu aies tes tests. Juste ça peut être assez pour... Puis après ça, à l'université, t'amènes ça une coche de plus. Ben, puis là, après ça, imagine les programmes qui sont contingentés. C'est ça. Qu'il y a 1200 admissions, mais ils en prennent 100. Ouais. Ou un programme au bac, ils sont 300, mais il y en a 20 qui vont pouvoir aller au doctorat, puis ça prend le doctorat. Puis là, je parle de psycho, en fait. Ouais. Mais en psychoéducation, on est assez contingenté aussi. En sciences sociales, l'intervention, c'est assez contingenté. Fait que là, tu arrives dans un milieu qu'on a juste pris les meilleurs. OK? Fait que toi, tu es habitué, là. Toi, tu étais dans ton cégep, ton école secondaire, tu travaillais pas trop fort, puis tu torchais tout le monde. Mais là, tu arrives dans un programme, c'est tout du monde comme toi. Fait que là, tu commençais que j'ai juste B. Puis là, toi, là, pour rentrer dans ce programme-là, tu avais développé des aptitudes pour te dire, il faut toujours que je sois le meilleur, fait qu'il faut que je travaille fort, il faut que je travaille fort. Mais là, tu arrives dans ce programme-là, tu es accepté, là. Okay, peut-être que juste être accepté dans le programme, que tu aies un diplôme avec tu as eu B ou A+, tu vas être professionnel, tu vas travailler, puis ton employeur ne te le demandera pas. Là. Sauf que toi, tu continues toujours avec le même réflexe. Il faut toujours que j'aille A+, il faut toujours que j'aille 100, mais là, tout le monde a 100. Sans changer tes stratégies. Sans changer tes stratégies. Oui. Donc, tout ça aussi. Donc, je pense que c'est important de dire que un parcours académique universitaire, c'est stressant. OK? Donc, tu vas en vivre des moments d'insomnie. Tu vas en vivre des maux de ventre. Tu vas être stressé quand tu vas présenter devant tes pairs un exposé oral. Ça, c'est normal. Mais quand, là, ça devient que ça brime ton fonctionnement, que tu dors plus, que tu vomis, que tu arrives à un examen, là, puis que tu t'en pleures. Et que tu t'adaptes pas. Et c'est ça. Et que ça devient récurrent. Parce que je pense que c'est normal au début, tu sais, ta première session universitaire ou même à chaque début de session, tu sais, de ressentir des symptômes qui sont un peu plus exacerbés parce que le cerveau, lui, il s'adapte à cette nouveauté-là, ces nouveaux profs-là, ces nouveaux collègues-là, ces nouvelles habitudes de vie, etc. Mais c'est quand même des sentiments qui doivent se réguler à un certain moment. Puis avoir de l'insomnie, par exemple, la veille d'un examen, parce que, bon, t'anticipes un petit peu, etc., c'est normal, mais c'est pas censé être ton quotidien, tu sais. C'est ça. C'est quand c'est envahissant. Là. Exactement. Je reviens à ce que je disais en introduction. Moi, j'entends des fois des étudiants qui me ramènent ce type de réaction-là, mais dès le premier cours. Ouais. Ils sont déjà en train de on a fait le plan de cours, là. C'est ça. C'est dans 8 semaines que je veux que tu me remettes ça, tu sais. Parce que nous autres, on skippait le premier cours. On savait que c'était juste la liste de ce qu'on va faire. Il va durer 1h15. Partez de suite. On va regarder le PDF. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est quand même très inquiétant. Et accompagner les étudiants là-dedans, à un moment donné, tu sais, juste leur dire, ben, tu sais, ça fait partie. Puis comme là, je normalise, hein. On essaie de normaliser, mais pour quelqu'un qui est en anxiété de performance, c'est difficile juste de normaliser puis de relaxer. Tu sais. Fait que c'est important. Et quand j'en parle avec des collègues ou quand je donne de la formation à des collègues, comment accompagner un étudiant en détresse psychologique, bien là, on a l'impression que là, on en fait trop maintenant pour les étudiants. Tu sais, comme là, maintenant, là, à cause qu'ils sont anxieux, ils ont des accommodements. Mais il y a moi, je suis un peu de cet avis-là. Pas qu'on en fait trop,
mais qu'il ne faut pas faire à la place. Il ne faut pas trop protéger les étudiants de cette anxiété. Parce qu'on favorise leur évitement. Exactement. Donc, je voulais faire le lien, dans le fond, avec l'évitement. Tu sais, si l'habituation n'a pas cours de façon normale, tu sais, comme tu disais qu'au début, là, quand tu montais sur un stage puis tu faisais ton show, tu avais la bouche sèche, mais avec le temps, tu l'as plus. Là. C'est ça. Parce que tu t'es habitué. Ouais. Mais les étudiants, c'est sûr que ta première année de bac, là, c'est stressant, tu sais pas quoi attendre, puis même chose quand tu arrives aux études supérieures. Mais si l'habituation n'arrive pas, les étudiants avec anxiété de performance, on a tendance à les couvrir, à leur donner plein d'accommodements, à leur donner des délais, à leur donner des trucs supplémentaires, mais d'une certaine façon, on renforce leur comportement d'évitement. Les empêcher de faire des présentations orales. Tu sais, dans certains cas, il y a des étudiants qui vont dire « Moi, j'ai une phobie de parler en public. » Puis auparavant, il y avait beaucoup d'accommodements de « OK, bon, ben tu vas le faire, mais juste devant moi. Tu sais, juste devant le prof. Ou ben tu peux te filmer, puis me l'apporter, puis etc. » Puis finalement, on s'est rendu compte que ça fait juste augmenter l'anxiété de parler en public. Dans le fond, ils ne s'exposent pas jamais. Mais tu t'exposes pas, oui, exactement. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, là. Tu sais, de... Et tu sais, moi, j'entends souvent parler même qu'il y a des gens qui ont de l'anxiété de performance, des recommandations cliniques, par exemple, s'ils vont voir quelqu'un là, pour les aider, ça va être de, tu vas faire un exposé oral, là, mais tu vas pas te préparer puis tu vas te planter. Ouais. On va te le faire vivre, ton échec. On va te le faire vivre, voir, tu vas-tu mourir finalement, parce que les gens pensent qu'ils vont mourir quasiment. Là. Ça, c'est de l'exposition in vivo. Mais ça, c'est mon genre, là, j'appelle ça la technique piscine remplie de marde. Non, c'est parce que moi j'ai ma propre théorie. Hein. Il y a un AEC, la gang. Je me dis, tu lances, tu sautes dans la piscine, tu essaies de pas en avoir dans la bouche, puis tu trouves la sortie. Là. mais tu sais, l'exposition in vivo, c'est vraiment une stratégie qui est... C'est hardcore, là. C'est quand tu es rendu avec un problème. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avant pour aider ces étudiants-là. Ou, là, on parle beaucoup d'étudiants, mais écoute, les profs aussi, là, c'est ça, mais en fait, n'importe qui est dans un milieu où il veut performer, ça touche plein de gens. On parle des étudiants parce qu'évidemment, vous promenez les deux du milieu universitaire, vous enseignez, toi, t'enseignes, en fait, puis vous faites de la recherche. Donc, vous connaissez ça. Mais effectivement, c'est présent dans tous les domaines, c'est important de le dire. Il ne faut pas que quelqu'un qui écoute qui se dise « Ah ben moi, j'ai pas rapport avec l'université, je suis pas aux études, fait que c'est impossible que je fasse ça. » T'es comme « Non, ça se peut que... » C'est ça. Fait que c'est quoi la 4e catégorie? Les émotions! Ah bon? Oh, wesh! Fait qu'on on a parlé de symptômes physiques, cœur qui palpite, etc. Les comportements qui sont principalement liés à des comportements d'évitement, la peur de l'échec, ces pensées-là. Puis finalement, bien entendu, il y a les émotions. L'émotion principale qui va être ressentie en lien avec l'anxiété de performance, c'est la peur. Fait que cette espèce d'aversion-là, cette crainte-là de s'exposer aux situations qui sont anxiogènes, principalement liées à l'évaluation, que ce soit par les peurs ou l'évaluation qu'on se fait vis-à-vis de nous-mêmes, hein, soit dit en passant. L'auto-évaluation. Oui, l'auto-évaluation. On peut parler de peur. Puis il y a une espèce de sentiment d'inefficacité aussi qui est souvent associé à l'anxiété de performance. Fait que ce sentiment-là, que peu importe l'énergie que tu mets à surligner tes textes et tout, tu te sens quand même inefficace. Tu sais, que tu n'es pas capable d'en mettre suffisamment pour atteindre tes standards. Puis ces standards-là, souvent, c'est parce qu'ils sont bien trop élevés. Là. Ils sont irréalistes. C'est des standards qui sont souvent bien irréalistes. Oui, l'anxiété de performance est extrêmement associée au perfectionnisme. Okay. Ce besoin-là, que tout soit parfait dès le premier jet. Tu sais, que le premier rendu qu'on donne soit d'une perfection immaculée, puis bien entendu, c'est pas possible. Que ce soit en milieu universitaire ou dans un autre milieu, en humour aussi, c'est la même chose. Là, je veux dire, une première version de texte, c'est ça, c'est vraiment pas comme... Ça, faut passer au travers. Puis c'est ça, puis en fait, souvent, ce sentiment d'inefficacité-là, puis de perfectionnisme-là va être associé à cette incapacité-là à demander de l'aide. Tu sais, à aller voir son collègue puis dire « Hey, je suis en train d'écrire une demande de subvention sur telle affaire, j'ai un blocage quand vient le temps de parler de telle affaire. Toi, comment tu vois ça? Tu sais, est-ce que tu aurais X ou Y idée? Hey, on le fait-tu ensemble? Tu sais, ça te tente-tu qu'on collabore puis qu'on mène ce projet-là à bien? Même chose, tu sais, quand tu vas voir, si t'es pas capable d'aller voir un script éditeur, par exemple, pour t'aider avec un texte, mais ça se peut que tu restes coincé longtemps sur ton texte, tu sais. Mais est-ce qu'il y a une mentalité de « je suis capable tout seul, je vais m'arranger » Est-ce que ça, c'est du perfectionnisme ou c'est de l'anxiété de performance? Bien, l'anxiété de performance est très associée à ce sentiment d'inefficacité qui, lui, souvent va brimer, va empêcher ce comportement d'aller chercher de l'aide. Fait qu'en général, l'anxiété de performance est associée à un petit cocon de... Je devrais être capable. Je devrais être capable tout seul. OK. Et je veux pas que les gens pensent que là, je suis faible ou que j'ai de la misère ou que je vais pocher, tu sais. Donc, il y a toute cette notion-là de... Fait que, tu vois, là, tes 4 catégories, moi, ce que j'entends, c'est qu'ils s'alimentent les unes et les autres. C'est comme un cercle vicieux. Une donne du gaz à l'autre, donne du gaz à l'autre, parce que
j'entends aussi surtout quand je les vois, les étudiants qui deviennent de plus en plus anxieux, c'est que là, ils se mettent à douter de leurs compétences. Fait que là, ils doutent de leurs compétences, donc ils ont encore plus de réactions physiologiques de stress, puis ils se disent, mon Dieu, je suis pas capable de faire ça. J'ai ça des étudiants là, au doctorat encore. Hey, tu as fait ton bac, tu été dans les ceux qui ont réussi à aller à la maîtrise, tu as fait ta maîtrise, tu as eu des bourses, tu arrives au doctorat, tu es encore en train de douter. Tu es déjà plus formé que la majorité du monde là, au pays. Tu es ultra formé, ultra compétent. Si t'es là, mais ils continuent à douter de nous autres. C'est jamais assez, tu sais. Mais ça, c'est un puissant fond. Il n'y a rien que ces gens-là peuvent vivre une fois qu'ils vont faire « OK, c'est beau, genre, je suis correct ». J'ai l'impression que tu trouves tout le temps, il y a tout le temps une marche de plus. Fait que tu regardes pas ce que tu as fait, tu regardes ce qu'il faut que tu fasses, puis là, tu spins là-dedans. Puis... en fait, il y a plusieurs stratégies pour venir limiter l'anxiété de performance. Oui, quand t'en es conscient. Mais je veux dire, sans en être conscient, puis juste être dans cette roue-là, tu t'es rendu au doc, puis t'es rendu... J'ai l'impression que si tu l'adresses pas... Là, je pense qu'il y a deux choses, OK? Et là, il y a l'anxiété de performance, puis il y a des exigences élevées. OK. On parlait souvent, t'as-tu un syndrome de performance? Là, tu veux toujours être le meilleur dans tout. Moi, j'utilise beaucoup aussi les schémas cognitifs de Jung. Puis, il y a un des schémas, c'est les exigences élevées. Mais qui est très associé à l'anxiété. Qui est très associé. Dans le fond, c'est que c'est des gens que, même quand ils sont les meilleurs dans leur domaine, ils n'ont pas le sentiment d'accomplissement. Fait qu'ils vont continuer à toujours vouloir être the best of the best. Puis c'est des gens qui aussi, après ça, ont beaucoup de difficultés à avoir du plaisir. Beaucoup de difficultés à faire d'autres choses que leur travail. Donc, souvent, c'est un schéma qui doit être assez répandu chez les chercheurs et les professeurs universitaires. Tu sais, c'est comme, c'est jamais assez, il faut toujours aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Puis, je reviens à ce que je disais tantôt. C'est normal pour les étudiants d'être anxieux, mais en même temps, le monde académique, le monde des professeurs, chercheurs, est basé là-dessus. Est basé sur cette compétition-là qui est en même... Qui est saine d'un côté parce que ça nous amène à nous dépasser, parce que cette anxiété-là nous donne de l'énergie pour faire des découvertes, mais en même temps a un côté pernicieux pour certaines personnes que là, ils vont être complètement envahis, complètement engloutis sous cette pression-là. Donc, l'anxiété de performance, t'as pas nécessairement besoin d'avoir des exigences élevées pour la vivre. L'exigence élevée, je pense qu'il va amener une prédisposition à l'anxiété de performance. Exactement. Ça contribue. Mais tu sais, ça se pourrait qu'à un moment donné dans ta vie, tu as une conjoncture de choses que là, il y a quelque chose qui est important pour toi, puis tout d'un coup, tes réactions d'anxiété liées à l'évaluation, puis performer dans une tâche, là, tout d'un coup, là, à cause de plein d'autres facteurs, est difficile à vivre. Ouais. En fait, aussi, je pense que, tu sais, les exigences élevées, puis se dire, quand je vis des défis, je travaille plus fort. Tu sais, je vais travailler plus d'heures, je vais... C'est une espèce de mécanisme d'adaptation parce que tu dis, bon, mais moi, j'ai cette structure-là de personnalité, je veux réussir, je suis perfectionniste, je fais comme ça. L'environnement me donne des exigences, que ce soit des évaluations, écrire des demandes de subvention, écrire des textes, peu importe. Puis moi, j'y pallie tout le temps en travaillant beaucoup. Tu sais, c'est ça mon mécanisme d'adaptation. Là, quand tu réussis, là, tu reconnais une reconnaissance, ça vient dire, hey, t'as bien fait de faire ça. Fait que ça renforce. Ça renforce, ça fait de plus en plus partie de toi. Mais arrive un moment dans la vie où tu fais face à des situations où tu auras beau travailler de plus en plus fort, ça peut pas fonctionner. Pour X ou Y situation, puis c'est dans ces situations-là que les gens craquent. Tu sais, c'est là qu'on tombe en épuisement, c'est là qu'on tombe en dépression. Meilleur exemple, là, moi, il y a plein d'études qui montrent qu'à un moment donné, trop travailler, c'est contre-productif. Que tes moments de récupération, tes moments que tu décroches du travail, là, sont autant importants pour ta productivité que tes moments que tu travailles. Ça, tu dis ça à quelqu'un qui procrastine, là? Ben là, puis je m'en sers, là. Non, mais... Sauf que, tu sais, j'ai connais, c'est la même affaire quand tu dis au niveau de l'entraînement physique, tes moments de repos sont aussi importants que tes moments où est-ce que tu t'entraînes. Mais c'est la même chose avec ton cerveau quand tu veux étudier, quand tu veux faire un projet de subvention. Tu sais, j'y connais, là, ces études-là, je les ai lues, là. Mais pour vrai, dans les moments charnières que j'ai des demandes de subvention ou des articles, là, des breaks, je me dis, il faudrait que je prenne un break en fin de semaine. Incapable. Tout ça claquant, là. Puis là, je travaille. Puis là, je travaille pas. Mais là, je suis là avec mes enfants, puis je les écoute pas, là. Je suis dans ma tête, puis je suis en train de continuer à écrire mon article ou ma demande de subvention. Ou là, comme dirait ton ancienne directrice Sonia Lupien, va marcher ton chien. Mais je le marche, mon chien, mais je m'en rends même pas compte de ma marche. Tout le long. Ben, c'est ça. Donc, dans l'anxiété de performance, je suis en train de m'auto-diagnostiquer, mais bon, tu sais, il y a cette façon, l'obsession, tu n'étais pas capable de décrocher de ta rumination mentale. Donc, les étudiants vivent la même chose aussi.
je suis sûr là, que je parle à des gens là, ils ont fini leur étude, puis je leur dis, tu te rappelles, là, quand tu étais... Parce que les gens me demandent, c'est quoi ta job être prof? Moi, je suis comme un éternel étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, toi, quand à Noël, tu as fini de travailler, là, comme 3-4 jours, là, toi, à Noël, tu es complètement disponible. Je dis, ouais, moi, je suis là, mais je sais que j'ai un article à soumettre le 6 janvier. Fait qu'il est comme tout le temps dans le back burner dans ma tête, tu sais. Fait que ça, c'est un phénomène de notre milieu, que les étudiants vivent tout le temps, qui peut facilement contribuer à devenir anxieux. Mm-hmm. Oui, définitivement. Tu sais, tantôt, on parlait de cette distinction-là entre la pensée et la distorsion cognitive. Tu sais, on sait, il y a des week-ends où ça m'arrive là, de me dire, je prends off, mais finalement, je suis avec mon gars, puis j'arrête pas de réfléchir à telle affaire, j'ai pas terminé, etc. Je trouve que de mettre le doigt sur la distorsion qu'il y a derrière ça, ça aide à laisser la pensée filer. Tu sais, mettre le doigt sur, bon, c'est quoi la distorsion que j'ai derrière ça? Ah, c'est que si je finis pas telle tâche, je suis pas bonne. T'sais, ça vient teinter la perception que j'ai de moi. Ça vient m'aider à relativiser. Ah, mais dans le fond, là, mon papier, même si je l'envoie, je le soumets 2-3 jours après, c'est pas la fin du monde. Va glisser avec ton gars. Fait la prise de conscience en tant que telle peut aider à lâcher prise. Ça peut aider, mais c'est ça. Comme dans les facteurs de risque, là, mais tu as le fait que on est basé sur l'évaluation. Okay? Là, je parle en tant que prof, mais les étudiants, c'est la même chose. Mais là, je le vois beaucoup dans le milieu universitaire, c'est la comparaison sociale. Les étudiants se comparent entre eux autres. Tu as eu quelle note? T'as eu quelle note? Toi, tu as combien d'articles de fait? Mais nous, les profs, c'est la même affaire. Là. On a même un Facebook de profs. Là. Comme, ça s'appelle ResearchGate, là, qui vient te montrer comment que toi, tu as des articles. C'est quoi ton chiffre de ResearchGate? Fait que là, il y a comme aussi des mécanismes qui sont dans notre environnement qui augmentent la comparaison sociale. Puis la comparaison sociale, mais c'est associé à l'anxiété aussi. Là. Fait que là, tu es toujours en train de te dire, là, je publie moins que lui. Fait que j'ai pas le temps de jouer au PlayStation 5 à soir. Il faudrait que je fasse un article de plus si je veux que mon ResearchGate factor, je sais pas quoi, il y a vraiment un buzz augmente. Autour du PlayStation 5. Hein? C'est la deuxième fois que j'en entends parler aujourd'hui. C'est parce que c'est le coin de Noël. Je pense que tout le monde en pogne. Fait que tu sais, il y a cet élément-là comme facteur de risque. Fait qu'après ça, des facteurs de protection, tu sais, qu'est-ce que tu suggères, toi, à quelqu'un là, qui nous écoute puis qui nous dirait... Moi, je pense que je fais de l'anxiété de performance ou juste de l'anxiété de base par rapport à l'évaluation. C'est quoi les bonnes stratégies? Les stratégies qui sont suggérées pour l'anxiété de performance sont les mêmes que pour l'anxiété en général. Bon, là, vu qu'on parle spécifiquement de la performance puis de la peur de l'échec, bien entendu, elles peuvent être adaptées finalement à l'anxiété de performance, mais c'est un peu toujours la même chose. Premièrement, si on se rend compte qu'on est une personne qui a tendance à éviter les situations qui procurent de l'anxiété, il faut s'exposer. OK? Puis quand je dis il faut s'exposer, ça peut être très graduel. Tu sais, si par exemple, je ne sais pas, moi, tu as une crainte exacerbée de parler en public ou même de t'exprimer devant tes pairs dans ton labo ou en classe, etc., bien, t'inscrire à un congrès pour donner une présentation orale dans une langue étrangère la semaine prochaine, c'est peut-être trop rapide, tu sais. Ouais. Par contre, demander à ton prof ou à ton directeur de recherche, mettons que tu es à maîtrise ou au doctorat, « Hey, j'aimerais ça présenter un article dans le labo avec mes 4-5 collègues, ce serait-tu possible? » Bien, excellent. Tu sais, comme première étape, ça peut être très bien. Ouais, t'es déjà en confiance, tu connais, Accepter de s'exposer graduellement, finalement, aux situations qui sont anxiogènes, puis en prendre conscience. Parce que la procrastination, on n'a pas nécessairement conscience que c'est de l'évitement. Tu sais, quand on a notre Instagram ouvert, puis la télé en background, puis qu'on travaille dans des cafés, puis qu'on finit par avoir une petite discussion aux 20 minutes avec le barista, bien, c'est une forme d'évitement, là. OK? Mais moi, tu m'as nommé une forme d'évitement que je connaissais pas. C'est quoi? Dormir. Ben oui, toi, c'est vrai. PB, c'est les siestes. Des PB, siestes, à chaque fois qu'il y a une émotion négative, il va faire une sieste. Ah, mais ça, c'est vraiment une bonne évitement. C'est bon, hein? C'est l'évitement. Je dors là-dessus. Je vais m'aller faire une sieste. Mais, tu sais, l'évitement, le dormir, on pense souvent à faire d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est comme l'évitement comportemental. Il y a beaucoup d'évitement cognitif. Donc, l'évitement cognitif, là, c'est comme, je vais aller checker mon fil Instagram. Ou ça, c'est cognitif. OK, ouais, je comprends. Mais dans le comportemental, un qu'on sous-estime, c'est le surentraînement. Il y en a qui vont aller se coucher. Il y en a d'autres, je vais aller au gym. Parce que là, on se fait dire, quand t'es stressé, va au gym. Ouais, mais là, t'as l'impression que tu fais de quoi pour toi, que c'est bon. Sauf que si ça devient ta manière de pas retourner à ta tâche puis avancer ton travail, ça devient une forme d'évitement. Fait que c'est... Là, regarde, là, on va faire des anxieux. Sur ton dé, c'est gros. Non, mais t'as totale raison. Puis, tu sais, il y a l'évitement par l'entraînement, mais il y a aussi l'évitement par
l'alcool, les drogues. Les drogues, se médicamenter, par exemple, se faire croire bien fort qu'on a un TDAH pour pouvoir prendre des amphétamines, pour pouvoir étudier plus longtemps. Je veux dire, c'est un phénomène qui existe en milieu universitaire aussi. Là. Oui, puis quand t'en as pas besoin, là, puis tu le vis la première fois, là, honnêtement, faites pas ça, mais c'est le fun. Là. Genre, tu te dis, my God, j'ai du gaz, puis je focus, mais c'est pas bon, là. C'est pas fait pour toi, là. Fait que, tu sais, je pense que l'évitement, c'est l'exposition. L'exposition, ça a été... On a trouvé que les études que l'exposition diminue l'évitement, mais c'est aussi ça... Quand c'est accompagné d'une thérapie, mais ou sinon, juste en individuel... Tu sais, comme je dirais un étudiant, par exemple, qui a peur de parler de faire un exposé oral, mais même si dans une classe de 300, 120, là, qui se donne le défi, bon, prochain cours, je vais poser une question. Ouais, c'est suffisant, ça. Bonne stratégie. Je vais regarder, là, avant que je pose la question, là, je vais marquer sur un papier de 0 à 10, là, à quel point je me sens stressé. Là, mets-le sur un papier. Pose ta question. Regarde comment ça réagit. Regarde un peu c'est quoi les conséquences qu'il y a eu de ta question. Parce que tu vas t'en rendre compte dans une classe de 300 que les 299 autres n'ont peut-être même pas écouté. Peut-être que tu as eu un bon feedback du prof qui t'a validé dans ce que tu pensais, que t'a donné une réponse que tu avais besoin pour l'examen. Ou peut-être pas. Puis note après ça sur 10, après ta question. À combien tu es sur une échelle de 0 à 10 de stress? 0 étant je suis pas stressé, 10 étant très stressé. Généralement, tu vas voir qu'après, là, 5, 10, 15 minutes, ça va redescendre. T'es pas mort. Là, après ça, c'est se donner de l'EFI. Mon prochain cours, si c'est pertinent, je vais essayer de poser 2 questions. Et pour voir que finalement, on peut le faire. Puis même que si on pense qu'on a peur de parler devant une classe, bien au pire, là, posant plein de questions, tu auras l'air du têteux qui veut poser toutes tes questions, mais au moins, tu auras travaillé sur cette gêne-là de parler devant les autres. Ah, définitivement. Tu sais, l'exposition, là, c'est pas juste là, de commencer, comme tu disais, là, de façon agressive. C'est mieux d'y aller de façon progressive. Ah, tellement, vraiment. Puis je pense que c'est important aussi d'analyser les contingences de cette anxiété-là. C'est-à-dire, tu sais, quand l'anxiété de performance prend beaucoup de place, parfois, on se met à la ressentir dans plein de milieux différents. Tu sais, t'as ressens à l'école, t'as ressens sur ta job de week-end puis de soir ou ta job à temps plein, t'as ressens dans tes interactions sociales, etc., jusqu'à ce que ça devienne une espèce de sentiment d'angoisse qu'on ressent la plupart du temps, tu sais. Dans ces situations-là, ça peut devenir plus difficile de décortiquer à quoi je dois m'exposer, elle sort de où cette problématique-là, parce que c'est là tout le temps. Mais c'est ça, on a l'impression que c'est là tout le temps. Puis dans ces situations-là, puis même idéalement avant que ça se généralise à tous ces contextes-là, c'est important d'analyser les contingences dans lesquelles on ressent ces symptômes-là. C'est-à-dire, tu sais, quand tu ressens ton cœur qui débat, puis bon, tes pensées qui deviennent un petit peu plus anxiogènes, etc., ça peut être juste de noter dans ton agenda, OK, c'est là que je ressens de l'anxiété, c'est en ce moment. Puis là, après ça, puis comme tu dis, tu sais, de le noter aussi de 0 à 10, comment je me sens en ce moment, à quel point je me sens stressée. Puis à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, essayer de se faire un petit récapitulatif pour te rendre compte que, hey, cette anxiété-là, là, je la ressens seulement quand je suis dans X contexte. C'est juste quand je suis dans le contexte scolaire. C'est juste quand je suis dans mon contexte de travail. C'est juste quand je suis entourée de mes amis, etc. L'objectif n'étant pas de se dire, bon, ben, je vais éliminer ces contextes-là de ma vie, mais plutôt de comprendre d'où ressort cette anxiété-là. Puis ça peut aussi être très rassurant parce que tu finis par te dire, OK, mais c'est pas tout le temps. Je me sens pas tout le temps angoissée de cette façon-là. Au contraire, c'est juste dans X ou Y contexte. Puis la question que tu te poses ensuite, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ce contexte-là, me pose problème? Parce qu'encore une fois, c'est probablement pas le milieu scolaire. Tu sais, c'est peut-être les contextes d'évaluation, c'est peut-être... Oui, exactement. Fait que ça aide à définir un petit peu de où ressort cette problématique. Mais le fait de prendre des notes activement, de se dire, OK, je vais juste prendre des notes, je vais keep track, là, c'est comme ça que je le dis, là. Ça doit, j'imagine, aider à apprendre à s'écouter, puis à se regarder, puis à développer cette écoute-là par rapport à soi-même. Là. Juste le fait de faut que je prenne des notes, fait qu'on dirait que tu dois être plus... Ça aide à aller au bout de ton idée. Parce que souvent, l'anxiété, c'est quelque chose qui devient très automatique, puis on complète même pas notre pensée. T'sais, on a juste cette espèce de feeling-là de « Ah, la situation est dangereuse », puis on va pas au bout de notre idée. De pourquoi. T'sais. Exactement. Okay. Et donc, le fait de l'écrire, de prendre des notes, ça aide à contextualiser, puis ça aide aussi à aller au bout un petit peu de cette pensée-là pour réaliser, en certains cas, que oh mon Dieu, OK, là, j'étais allée loin. Là, dans mon tout blanc ou tout noir, là, j'étais allée un petit peu loin où j'ai surgénéralisé ou en effet, ça aide à revenir. Ça fait quelques podcasts que je fais avec vous. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi le principe là, quand on parle d'anxiété, de stress post-traumatique. Tu sais, c'est pour commencer à la base de reprendre contact avec soi-même puis de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre parce que c'est à ce moment-là qu'on va être capable de trouver des solutions.
Le problème, c'est qu'on le sait pas, puis on continue, puis on reste dans nos comportements. Ouais. Mais des fois, c'est pas suffisant, là. Essayer de comprendre, on est tellement envahi qu'on sera pas capable d'arriver avec une bonne réflexion. Fait que, tu sais, je pense que là, on a parlé d'exposition. Mm-hmm. C'est sûr que là, tantôt, je parlais de surentraînement, mais l'activité physique, pour les anxieux, ça demeure quand même une bonne soupape à stress. Ça, mais on parle d'équilibre, c'est juste on parle de l'équilibre. Ouais. Quand je parle d'activité physique, c'est léger à modéré. C'est pas de faire un Ironman chaque jour. Là. C'est vraiment ça va aider pour mieux canaliser l'anxiété normale attendue d'une session. Mais sinon, les étudiants avant les examens, puis même je me rends compte que je le fais, puis je suis sûr que les artistes, vous faites quelque chose de similaire. Mais je fais de la respiration. Là, diaphragmatique, avant, oui. Je fais de la respiration diaphragmatique avant une conférence ou avec les étudiants maintenant avant un examen. On fait 3 minutes de Respirelax, là, l'application qui nous aide. C'est vraiment une bonne idée. Sérieux, c'est fou à quel point ça marche. Là. Ben, de suivre une application, je veux dire, c'est génial. Là, c'est une super bonne idée. Tu sais, vous connaissez l'application Respirelax? Ben, je connais pas moi, je la connais pas, mais je me doute de ce que c'est. Il y en a plusieurs là, qui t'aident à mieux comprendre quand tu inspires, tu gonfles le ventre. Quand tu expires, tu dégonfles le ventre pour vraiment faire une bonne respiration. Parce que c'est 100% mécanique. Tu sais, les gens ont l'impression que, dans certains cas, là, ils peuvent avoir cette préconception-là que respirer, c'est un peu comme s'allumer du patchouli ou genre réciter un mantra. Il y a quelque chose d'ésotérique là-dedans, mais c'est 100% biomécanique. Là. Mm-hmm. C'est vraiment le mouvement du diaphragme qui amène un frein à la sécrétion d'hormones, point barre. Là. C'est... Puis on se réalise pas, parce que moi j'ai eu des cours là-dessus, parce que moi c'était plus dans une école d'art, fait que c'était une prof de chant qui nous expliquait l'appareil, là, puis des fois tu catches que, parce que moi ça t'est arrivé, toute ma vie je respirais juste en haut, juste du thorax. J'avais jamais respiré avec mon diaphragme de ma vie. J'étais juste en haut tout le temps, puis j'étais comme, l'oxygène rentre, puis je suis pas mort, ça doit être correct. Mais tu fais, non, attends, là, si t'engages tes abdos, puis ton diaphragme et tout ça, puis ton ventre, il y a un réel bénéfice que tu ressens concrètement. Moi, toujours, je vais faire la même chose. Je vais dire aux gens, d'une échelle de 0 à 10, t'es combien stressé, là? Mettons 7. OK, on va respirer 3 minutes, puis après ton 3 minutes, t'es à combien, là? Ouais. Tout le monde descend peut-être de 2-3 points. Fait qu'en plus, là, t'es en train de renforcer l'idée que, quand je suis capable de m'apaiser juste en respirant, c'est accessible. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas, tu sais, en crise de panique, c'est difficile de faire ça. On en a parlé dans les premiers soins psychologiques. C'est là, quasiment. Ouais, exact. Là, il faut que tu ancres la personne. Mais je pense qu'aussi, tu sais, pour aider l'anxiété de performance dans le cadre universitaire, là, je suis en train de perdre mon idée. Tu sais, il y a la notion de rappeler c'est normal d'être anxieux. On le disait au début, mais de normaliser pour comprendre que je ne suis pas en train de perdre les pédales. Ça fait partie, d'une certaine façon, du travail, mais il y a des solutions, il y a des ressources. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est important aussi, là, que les gens s'en rappellent, puis de le comprendre que c'est normal là, que je vais être évalué par mes pairs. Là. Okay. Puis moi, je me demandais, en terminant, les causes. Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui cause ça? En fait, les causes de l'anxiété de performance sont très similaires aux causes de l'anxiété en général. Okay? Comme on parlait tantôt du trait de personnalité anxieux, ce qu'on s'est rendu compte dans la littérature scientifique, c'est que l'anxiété de performance a tendance généralement à émerger chez les ados. Okay? Fait qu'à partir de l'âge de 11 ou 12 ans, il y a vraiment une augmentation drastique dans les manifestations de l'anxiété de performance chez les ados, surtout chez les filles. C'est aussi l'âge à partir duquel on va voir vraiment un dimorphisme sexuel important émerger. Là, il y a 2 à 3 filles pour un garçon qui vont souffrir d'anxiété de performance. Okay. C'est quand même une très grosse proportion féminine. Puis les études tendent à démontrer que les expériences à l'enfance vont vraiment favoriser ou non le développement d'anxiété de performance chez les jeunes, en ce sens où chez les enfants, quand les parents, les profs ou l'entourage, ça peut être les coachs sportifs, etc., valorisent beaucoup l'enfant de par ses performances sportives, scolaire, le nombre de prix que tu ramènes, etc., qui sont des motivations qu'on appelle extrinsèques. Là. Fait qu'on ne vient pas valider vraiment ce qui se passe comme expérience subjective chez l'enfant, mais vraiment plus ce qu'il est capable d'accomplir. Bien, au début, ça vient de l'environnement. Ça vient des parents, ça vient des profs, ça vient des coachs, etc. Puis à partir de l'adolescence, l'enfant, il va faire un processus qu'on appelle « il intériorise ». Ce mécanisme-là, ce qui fait en sorte que par la suite, il n'y a plus besoin que son parent lui dise « Hey, bravo, tu as eu 90 », il va le faire lui-même. L'ado va se dire « Hey, j'ai une valeur, j'ai eu 90 ». Mais sa valeur à lui, il l'associe à quelque chose qui est à l'extérieur de lui tout le temps. Exactement. Ouais, plutôt qu'à la subjectivité. Puis là, c'est pas
tout blanc ou tout noir. Là, c'est pas comme, oh mon Dieu, l'enfant n'est pas capable d'avoir une estime autonome. Mais c'est qu'il va beaucoup aller rechercher une estime personnelle vis-à-vis de ses performances au détriment de caractéristiques qui lui appartiennent. Donc ça, c'est une façon, puis ça, on le voit, comme, c'est sûr que t'es tellement intelligente, t'es bonne à l'école. Fait que le jour que tu vas te planter dans ton examen, là, ça veut dire, oh mon Dieu. Je suis pas intelligente. C'est ton identité au complet. Là, je suis pas intelligente. Je suis pas intelligente. Puis ces gens-là qui sont, on le voit là, dans les études, qui ont été éduqués dans ce mode-là, à un moment donné, en vieillissant, à chaque fois qu'ils ont un succès, ils attribuent « Ah, j'étais chanceux ». L'examen était facile. L'examen était facile. Puis quand ils ont un échec, ils vont se l'attribuer « Ah, je suis pas assez intelligent. Je suis pas bon. Je suis pas bon. » Tandis que les élèves ou les enfants qui ont été éduqués en disant « Hey, tu vois, tu as travaillé beaucoup plus fort pour cet examen-là. Tu vois, donc, plus tu as mis de temps sur ton travail, plus tu as mis de temps à étudier, plus tu as performé. » Donc, quand on a une éducation qui est plus axée sur le processus qu'on a mis et sur l'apprentissage qu'on a fait plutôt que sur « t'es donc bien hot puis t'es donc bien intelligent », mais tu sais, en tant que parent... T'as scoré 3 buts versus « Hey, t'as travaillé fort dans ce match-là. » Les gens qui vont être éduqués à dire que t'as travaillé fort, t'as mis les efforts, plus axés sur la tâche et le processus. Le processus que la personne a vécu. Après ça, quand ils deviennent adultes, quand ils arrivent à l'université, ils sont beaucoup plus résistants à soit un échec ou même quand eux vont avoir un bon résultat, vont se dire, j'ai vraiment mis tu sais, j'ai bien travaillé, j'ai bien compris ce que je devais faire. Et quand ils vont avoir un échec, ils vont dire, peut-être que mes stratégies d'études n'étaient pas bonnes. Peut-être que j'ai pas passé assez de temps. Peut-être que celui-là, j'ai été négligent, mais j'ai l'espoir que je l'ai vu avant dans ma vie. Si je travaille plus, je suis capable d'obtenir les résultats que je veux. C'est plus lié à qui ils sont à l'intérieur, puis ça leur donne plus de... Mais aussi le discours. Exactement. Mais tu sais, en tant que parent, là, je passe mon temps à dire à mes enfants comment ils sont intelligents puis qu'ils sont hot parce que dans ma tête, je vais les renforcer, je vais les aider dans leur estime de soi. Puis tu sais, c'est comme naturel pour un parent de dire ça. Quel parent va... T'es éduqué sur le sujet en plus. Déculpabilisons les gens qui le font sans savoir. Exactement, parce que pour vrai, une bonne stratégie, ça serait de dire, regarde, tu vois, tu as travaillé beaucoup cette semaine. Ce serait plus de renforcer les efforts qu'ils ont fait plutôt que les résultats. Ouais. Donc, c'est une façon de faire. Puis, moi, j'essaie de le faire avec mes étudiants, mais c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. Non, mais là, c'est dans une position étrange aussi. Tu dois évaluer, puis là, ils ont l'anxiété de performance, mais en même temps, t'es comme, je peux pas le faire à ta place. Il faut que... C'est sûr que c'est une position qui est compliquée. Là. Y a-t-il une dimension génétique à ça? Elle est très faible. La dimension génétique, en fait, encore une fois, c'est la même proportion. Là, ici, je parle d'anxiété, non d'anxiété de performance, parce que je ne connais pas d'études génétiques spécifiques à l'anxiété de performance. Il en existe peut-être, mais je ne les connais pas. En lien avec l'anxiété, généralement, on parle d'un pourcentage d'irritabilité de 20 à 30 % dépendant des études. C'est très difficile de départager le rôle de l'éducation, tu sais, comme quand on dit comment on renforce les comportements versus le processus, etc. Mais en général, dans les familles... l'anxiété de performance a tendance à s'agglomérer, c'est-à-dire si le parent est anxieux de performance, l'enfant a plus de chances de l'être, lui aussi. Cependant, on pense que c'est plus un processus d'apprentissage par observation, c'est-à-dire que si je regarde mon parent se valoriser beaucoup par sa performance, ses scores dans X ou Y domaine, son rendement, etc. Son revenu, son char. Oui, la taille de la maison, le nombre d'amis, etc., etc. C'est ça que tu intègres comme étant c'est ça qui est important. Oui, exactement. Mais on parle quand même d'une variabilité génétique d'à peu près 20 à 30 %. OK. Fait que c'est pas élevé, là, honnêtement, parce qu'il y a certaines psychopathologies que ça atteint 80 % d'irritabilité. Là, on est plus dans les 20 %. Ben, ça me rassure beaucoup, cet épisode-là. Oui. Tu vois, moi, ça me rend anxieux parce que là, les gens vont l'écouter, vont évaluer, puis là, ils vont... bien fait ça. Ben, c'est ça. Moi, je trouve qu'on a bien fait ça, la gang. Un excellent processus, groupe. Oui. On a bien travaillé. Moi, je suis fier de nous. Bon, on est bien préparé. Puis... watch out les commentaires YouTube. Vous êtes mieux d'être positifs. On a des enjeux. Aidez-nous dans notre anxiété. Merci beaucoup. C'était super intéressant.